Bien, bonsoir à tous. Par respect pour vous, on va commencer presque à l'heure, en fait. Hein, donc, la séance d'aujourd'hui est consacrée à cette question, ou à cette thématique, le respect. Puis, il y a, pour une fois, quelque chose que j'aurais bien commencé par aimer vous projeter, si j'avais retrouvé cette image. Je l'ai cherché un peu désespérément sur Internet. Je croyais qu'on y trouvait à peu près tout, même des années après. Et puis, j'ai dû déchanter, je ne l'ai pas retrouvé. Et c'est une image humoristique qui m'avait marqué il y a largement une bonne dizaine d'années, hein, peut-être dans Marianne, je ne sais pas exactement, je n'ai pas retrouvé où exactement, précisément. Et c'est une image qui présentait deux personnages face à face, un vieil homme avec une barbe, plutôt de type maghrébin, en tout cas le vieillard vénérable d'Afrique du Nord, quelque chose comme ça. Et puis un jeune homme face à lui qui ressemblait plutôt à un jeune homme des banlieues difficiles. Et le jeune homme disait au vieil homme « Toi, je te respecte parce que tu es comme moi. » Et le vieil homme lui répondait « Mon petit, ça c'est pas du respect, c'est du racisme. » Et je trouvais que cette image était assez parlante et qu'elle dit quelque chose, par quoi je vais d'ailleurs commencer mon propos, c'est que le terme respect, c'est ce qui va être un petit peu difficile peut-être pour nous aujourd'hui, est en fait une sorte de terme valise, de terme fourre-tout, auquel on fait dire à peu près tout et n'importe quoi. Je crois que ça doit être un des termes les plus largement utilisés, enfin un terme très utilisé en tout cas de la langue française, mais dans des sens, dans des jeux de signification qui varient considérablement selon le contexte et qui vouent parfois son usage à des approximations assez étonnantes. Je vais prendre quelques exemples qui permettent peut-être de commencer par saisir la diversité de ces usages du terme. Si j'utilise l'expression « respecter ses parents », en gros, ça semble vouloir dire leur obéir, admettre l'autorité qu'ils ont sur moi. Premier usage possible. Deuxième usage, assez classique, il faut respecter les gens. Bon. Là, on a l'impression qu'on tire du côté de la politesse, des bonnes manières. J'entends parfois dans l'éducation nationale qu'il faut respecter le matériel. Alors là, je suis beaucoup plus perplexe. Et j'ai l'impression que respecter le matériel, ça veut dire simplement en prendre soin. Là, on sent qu'on est dans un usage quand même qui est en expansion massive. Hein, bon. Autre usage assez courant, respecter une procédure. Ce qui veut dire simplement la suivre dans ce cas-là. Et puis, j'avais arrêté la maliste quand j'ai préparé ce que j'allais vous dire. Puis j'ai dû rajouter in extremis, il y a quelques jours, autre chose. J'étais sur le bord d'un terrain de football. Ceux qui me suivent depuis le début de l'année ont compris que ça m'arrive de temps en temps, sur le bord seulement. Hein. Quand on me demande quel est mon poste, je réponds sur le banc de touche. Un match s'était joué, puis un joueur sort qui avait manifestement marqué un petit peu les esprits des spectateurs, et puis l'entraîneur adverse lui dit « Alors là, respect ». Et je me suis dit, ah tiens, je ne l'avais pas notée, celle-là, il faut que je la note quand même. Et dans ce cas-là, on est du côté plutôt de l'admiration, d'une manière de dire à quelqu'un une certaine estime, une certaine admiration, une certaine louange. Donc déjà, ce premier parcours nous montre qu'on est dans un terme tout à fait polysémique, dont le sens varie considérablement en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Alors, bien sûr, ça veut dire aussi que si on cherche à le cerner à partir de ces antonymes, des termes de sens contraire, on se retrouve là aussi dans une constellation de termes assez étonnante. Le contraire du respect, ce serait quoi? Ce serait par exemple la désobéissance, ou ce serait l'impolitesse, ou ce serait le manque de soin, ne pas respecter le matériel, c'est manquer de soin. Ce serait le flottement procédural, on ne fait pas exactement ce qu'il faut, on ne suit pas la procédure telle qu'on devrait la suivre. Éventuellement, le contraire du respect serait aussi le mépris,
voire, j'y reviendrai dans quelques instants, l'intolérance. Alors ça ne nous fait pas avancer beaucoup parce qu'on se rend compte qu'on est toujours en pleine confusion sémantique et que bien évidemment ce parcours initial nous laisse quand même dans l'indétermination. Il nous laisse avec une idée très très vague. En revanche, ce qu'il y a de commun malgré tout à ce qu'on vient d'essayer de cerner ici, c'est qu'on sent confusément qu'il y a quand même attaché à l'idée de respect, l'idée que le respect a une valeur, l'idée que ça vaut quelque chose, voire même l'idée peut-être que c'est une valeur. D'ailleurs, dès lors qu'on interroge quelqu'un sur la valeur du respect, assez spontanément, il risque de nous répondre « bah oui, il faut bien respecter le matériel, ses parents, ses professeurs, la procédure ». Et dès qu'on dit « il faut bien », c'est en français courant qu'on est confronté à la reconnaissance d'un devoir, de quelque chose qui est dû, et ce qu'il faut faire, c'est ce qui ferait défaut, et donc ce qui viendrait à manquer, si on ne le faisait pas. Donc s'il faut respecter ses parents, ses professeurs, une procédure, etc., c'est bien la reconnaissance qu'on est dans l'ordre d'un devoir, de quelque chose qui est requis pour un comportement qui puisse être validé, soit socialement, soit moralement. Et donc, c'est peut-être la première question que je vais poser. S'il y a quelque chose comme un devoir de respect, et sans doute y en a-t-il un, eh bien on peut se demander quelle est la nature de ce devoir. S'agit-il d'un devoir moral ou s'agit-il d'un devoir social? Et on verra que la perspective est très différente. Est-ce qu'on est dans le cadre d'une obligation requise par le fait de la vie sociale ou est-ce qu'on est dans le cadre d'une obligation requise en vertu même de ce qui fonde notre humanité? Dans le premier cas, on a affaire simplement à une vertu sociale. Dans le deuxième cas, seulement, on a affaire à quelque chose comme une vertu morale. Une autre question qu'on sera peut-être amené à se poser ensemble est celle-ci. À quoi va le respect? On a vu qu'on peut être amené à respecter plein de choses, y compris du matériel scolaire. Bon. Alors, à quoi va le respect? Est-ce qu'il va au bien? Il faut respecter les biens. Est-ce qu'il va à des qualités? Je respecte les qualités particulières d'un joueur de foot qui m'a impressionné. Est-ce qu'il va aux personnes? Ou est-ce qu'il va aux fonctions? Est-ce que le respect est dû à ceux qui, dans une hiérarchie donnée, occupent les fonctions les plus prestigieuses? Ou est-ce qu'il est dû aux personnes en tant que personnes, par la seule raison de leur humanité? Toutes ces questions, on va essayer de les prendre en charge, d'y mettre un peu d'ordre, mais je me suis rendu compte aussi, en préparant cette conférence, que ce qui nous empêche parfois d'y voir clair aussi, dans le sens que l'on peut donner à ce terme, le respect, c'est une autre confusion extrêmement courante et qui brouille les cartes, la confusion entre tolérance et respect. Être respectueux, être tolérant, c'est parfois bonnet blanc et blanc bonnet. On utilise en quelque sorte l'un pour l'autre, comme si leur synonymie pouvait être admise sans difficulté. Quand on confond la tolérance et le respect, ou en tout cas, quand on part du principe qu'être tolérant, c'est à peu près la même chose qu'être respectueux, c'est au nom d'un sens commun qui me semble assez simple, voire assez simpliste, il faut laisser autrui être ce qu'il est. Il est comme ça, faut le respecter comme il est. Il faut être tolérant. Là aussi, on se rend compte qu'il y a quand même un flottement sémantique. Il y a un principe fondamental, je crois, en philosophie, que je rappelle régulièrement aux étudiants qui me sont confiés,
toujours partir du principe qu'il n'y a pas de synonyme exact. Et que plutôt de jouer le jeu d'une sorte d'approximation en disant « Oh, être tolérant, être respectueux, c'est quand même à peu près la même chose », ben non, la bonne démarche philosophique, c'est se demander pourquoi on a deux mots, pourquoi ce n'est pas la même chose. Bref, se contenter d'un vague « il faut être respectueux », qui serait confondu avec un tout aussi vague « il faut être tolérant », l'un et l'autre signifiant simplement « il faut laisser les autres être tels qu'ils sont », ce serait se cacher de manière un peu facile derrière un mot d'ordre aussi universel que vide de tout contenu. En effet, il ne suffit pas de lâcher comme ça de façon universelle qu'il faut être tolérant, qu'il faut être respectueux. Qu'est-ce qu'il faut tolérer? Jusqu'où peut s'étendre la tolérance? Est-ce qu'il n'y a pas de l'intolérable? Même chose, bien évidemment, pour le respect. Tout, sans doute, n'est pas respectable. Chacun, sans doute, n'est pas aussi estimable. Mais l'estime et le respect, on verra que c'est encore autre chose. Et donc, il faudra peut-être aussi se poser la question des limites. Circonscrire une notion, telle que le respect, c'est délimiter le plus précisément possible son domaine d'application pertinente. Et circonscrire le domaine d'application pertinente du respect ou de la tolérance, c'est se demander jusqu'où ça peut aller, c'est-à-dire à partir de quel moment un excès ferait tourner, au fond, une vertu en vice. Vous savez, c'est une intuition fondamentale de l'éthique aristotélicienne, l'idée qu'une vertu, ça a des limites, et que trop, c'est trop. Même si pas assez, c'est aussi pas assez. Trop de courage tourne à la témérité, et le téméraire est dangereux pour ceux avec qui il est censé se battre. Au fond, le téméraire est aussi dangereux que le lâche lorsque ce qui est en jeu exige que nous soyons courageux. Eh bien, il y a là, je crois, une intuition qui souvent peut nous aider. Il y a un excès de vertu qui parfois renverse ou adultère le sens de cette vertu. Il y a un excès de la tolérance, on le verra, qui pourrait très bien devenir le vice d'indifférence. Je ne suis pas certain, en revanche, qu'il y ait un excès pensable du respect. Et lorsqu'on interrogera justement cette question des limites, on essaiera de voir plus précisément ce qu'il en est pour lui. Bref, ce qu'on va essayer de faire dans la grosse heure et demie qui nous reste à passer ensemble, c'est de penser le respect, disons, pour commencer dans son rapport à la tolérance, pour éviter de les installer dans une position qui ferait d'eux les alibis d'une bonne conscience, qui ne s'interrogerait plus sur le respectable et le tolérable. Essayer de dépasser un « il faut bien être respectueux » un peu stérile et vain, aussi vain qu'universel, qui ne nous éclaire en rien sur la nature de cette vertu et qui ne nous aiderait pas à comprendre sur quoi elle peut s'exercer, quel peut être son objet. Alors je vous propose un parcours en 3 temps qui n'a rien de bien folichon. Je commencerai dans un premier temps par la vertu de tolérance, parce que je crois que je comprendrai mieux ce que c'est que le respect quand je l'aurai distingué de ce avec quoi on risque de le confondre. Ce sera le premier temps de mon propos. Ensuite, on pourra laisser la tolérance derrière nous, et nous sera servi de lanceur, en quelque sorte. Comme on lance une fusée, voilà, puis après on se débarrasse du lanceur. Et on se demandera en quoi le respect est une vertu sociale. Ou si vous préférez, on s'interrogera sur la fonction sociale du respect. Pourquoi c'est important en société?
Puis bien évidemment, on verra que le respect comme vertu sociale, eh bien, est davantage dû à des fonctions qu'à des personnes en raison même de leur humanité. On cherchera donc à dépasser le cadre simplement social dans lequel le respect est dû à certains en fonction justement de leurs fonctions, pour essayer de le penser comme une vertu morale, tournée non pas vers ce qu'est un homme en tant qu'il a telle fonction sociale, mais en tant qu'il est tourné vers un homme, qu'il s'adresse à un homme en tant qu'homme. Je vous propose donc de commencer par la vertu de tolérance. Je crois que je vous l'ai déjà dit, quand on est un peu coincé devant un terme dont l'usage, à force d'être galvaudé, est devenu flottant, il est parfois plus facile de s'attacher au verbe. Il y a souvent un sens dynamique qui reste présent dans les verbes alors qu'il a déjà commencé à s'absenter un peu des substantifs. Le mot « tolérer », couramment, ça veut dire d'abord « supporter ». Si je tolère un médicament, c'est que je le supporte sans dommage majeur pour mon organisme. Et donc, dans le cadre ordinaire, disons social ou éthique, du verbe tolérer, enfin du contexte où je peux être appelé à tolérer quelqu'un, qu'est-ce que c'est donc que tolérer? C'est accepter, bien sûr, mais accepter ce que l'on aurait le pouvoir d'empêcher, première caractéristique fondamentale, et accepter quelque chose qui nous déplaît. C'est absolument capital. Ce que je tolère, c'est ce que je n'aime pas. C'est ce qui me déplaît. C'est ce que je n'approuve pas et que pourtant je laisse être. Attention, je parle bien ici d'une attitude, je ne parle pas d'une personne. Si je tolère, en donnant un cours, qu'un élève se laisse distraire quelques secondes parce que son voisin lui demande son effaceur, bon, c'est pas parce que ça me gêne pas, c'est pas parce que j'aime bien que je laisse faire, c'est parce que je me dis qu'il serait plus perturbant sans doute d'arrêter le cours pour remettre de l'ordre que de laisser faire un événement qui, quoique me déplaisant, va durer quelques secondes, et puis après tout, il n'y a pas mort d'homme. Si ça ne me déplaît pas, je ne suis pas dans la tolérance. Si vous faites quelque chose qui ne me déplaît pas, il n'y aurait aucun sens pour moi à dire que je le tolère. Même chose, bien évidemment, vis-à-vis des personnes. On ne tolère pas ce qu'on aime, on les aime. Si je rentre ce soir chez moi, ça devrait pouvoir m'arriver à un moment ou à un autre, et que je dis à mon épouse que je la tolère, ça m'étonnerait qu'elle prenne ça pour une déclaration d'amour. Ça m'étonnerait que ça passe. Hein. Bien. Donc, ça, c'est déjà quelque chose d'absolument essentiel. La tolérance ne peut s'exercer que dans une situation où l'objet à tolérer, l'événement à tolérer ou la personne à tolérer nous déplaît. Mais la deuxième condition pour que la tolérance puisse s'exercer, c'est qu'on ait le pouvoir de l'empêcher. Si je n'ai pas le pouvoir d'empêcher une situation qui me déplaît, le fait que je ne fasse rien pour l'empêcher n'est pas le signe que je suis tolérant. Si vous préférez, ce n'est pas le signe de la force morale qui est la mienne. Dans ce cas-là, ce que j'appellerai tolérance ne sera qu'un nom d'emprunt pour masquer ma faiblesse et mon impuissance. Si je ne peux pas empêcher ce à quoi je consens, mon attitude ne relève pas de la tolérance, mais de l'impuissance, de la faiblesse. En ce cas-là, je ne suis pas dans l'ordre de la vertu, puisque la vertu est force, comme nous l'avons déjà vu. Si je tolère dans le tram, eh bien qu'un jeune homme, par exemple, se comporte de manière insupportable, ben non, ce n'est pas de la tolérance, c'est de la lâcheté ou de la faiblesse ou de l'impuissance. Mais ce n'est pas de la tolérance.
Et si ce que je tolère ne me déplaît pas, ce n'est pas de la tolérance, c'est de l'acceptation, du consentement ou de l'indifférence. Bref, méfions-nous déjà des ersatz de la tolérance, qui sont simplement des figures de la résignation. Ça arrive aussi très fréquemment. Ou alors des masques pour notre faiblesse. Derrière le mot tolérance, il y a aussi l'indication d'un seuil du supportable. J'évoquais tout à l'heure la tolérance de l'organisme à un médicament. Il y a bien sûr des effets de seuil, au-delà duquel je risque de ne plus tolérer une surdose, par exemple, de médicaments. Ou si je reprends mon exemple de tout à l'heure, si je suis dans une salle de cours, il risque d'y avoir à un moment un effet de seuil, c'est-à-dire trop, ça va être trop, et je vais dire non, ça suffit, ce bavardage, là, j'arrête, je ne peux pas continuer le cours. Comprendre que la tolérance, ou que la question de la tolérance pose la question des effets de seuil, c'est comprendre que la tolérance n'a de sens que parce que quelque chose est transgressé. Parce qu'il y a transgression d'une règle, ou parce qu'il y a transgression d'un principe, ou parce qu'il y a transgression d'une limite. Et donc, du côté de ce que je tolère, il y a une dynamique transgressive, quelque chose a été fait qui n'aurait pas dû être fait, et si je suis tolérant, c'est que je prends sur moi, j'accepte la gêne occasionnée. Ça a une conséquence importante, c'est que la tolérance à ce niveau-là est une vertu qui donne du jeu à la loi. Là aussi, si vous avez du mal à le concevoir, je vous propose un exemple simple. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi souvent que moi, mais quelquefois, il m'arrive de me retrouver avec des enveloppes peu sympathiques dans ma boîte aux lettres pour me signaler que j'ai perdu quelques points pour excès de vitesse. Et puis, j'ai découvert dessus qu'il y a... Bon, je commence à les connaître par cœur, ces papiers. S'il n'y en a pas de vous qui ont des points en trop, je suis preneur. Hein, et alors, il y a effectivement, j'ai découvert une sorte de décote par rapport à la vitesse qui correspond apparemment à un seuil de tolérance. En gros, vous avez été pris à 138, on est vachement sympa, on vous compte à 132. Bon, c'est pas grave, vous êtes quand même en infraction. Bon, vous passez quand même par la case amende. Alors, bien sûr, on peut imaginer que ce seuil de tolérance est lié simplement à comment dire, à un correctif technique. On ne sait jamais que le radar ne fonctionne pas de manière très très précise, autant appliquer une sorte de marge de correction. Mais on peut aussi imaginer que ce soit une sorte de seuil de tolérance. Bon, d'accord. Hein, s'il était vraiment à 132, est-ce que pour 132, on va le punir? Est-ce qu'on va sanctionner un dépassement de vitesse de 2 à l'heure sur une autoroute où il était limité à 130? Bon, voilà. Appliquer un correctif de ce genre, c'est se donner aussi une marge de tolérance. Bref, tolérer, c'est accepter un certain niveau de transgression de la règle, du principe ou de la loi. C'est se dire que s'il faut bien des lois, il est important aussi que ce ne soit pas la loi et elle seule qui régissent les relations interindividuelles, qui régissent les relations sociales, qui régissent les relations entre les personnes. Mais voyez qu'il y a encore une conséquence importante, et là on va devoir écarter un usage fautif ou abusif de ce terme. La tolérance ne va pas à une personne, elle va à une attitude plus ou moins délibérément transgressive. Si, en rentrant chez moi ce soir, je disais à mon épouse que je la tolère, elle aurait deux raisons de me faire un reproche. Un, elle pourrait me reprocher de la tolérer au lieu d'aimer, bon, c'est d'accord. Mais deux, elle pourrait me reprocher de faire un usage fautif du terme. On n'a pas à tolérer telle ou telle personne. On tolère un comportement, on tolère une attitude. On ne tolère pas quelqu'un au sens propre, en tout cas, du mot tolérance. On peut tolérer chez quelqu'un une attitude peu ou prou transgressive, ce qui n'est pas la même chose que tolérer cette personne.
Pour poursuivre notre analyse, je vous propose de prendre le temps d'une petite approche historique de la question de la tolérance, parce que ça arrive assez souvent d'ailleurs, mais l'approche historique, elle aussi, est en mesure, je crois, de nous éclairer sur la portée de ce terme. Vous savez que la question de la tolérance, historiquement, en France, s'est posée dans un contexte inédit de pluralisme religieux, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle, à partir des développements de la réforme protestante. En effet, le succès du protestantisme dès le milieu du XVIe a engendré en France une situation nouvelle, inédite, une situation de pluralisme qu'on n'avait pas l'habitude de gérer politiquement. Jusque-là, la France était la fille aînée de l'Église, pour reprendre une formule qui a été rappelée depuis. Donc en gros, c'était clair, la France, c'est pas seulement les Français qui étaient majoritairement catholiques, mais la France elle-même qui était catholique. Avec la réforme protestante, la situation change, et cette situation de pluralisme inédite, eh bien, il a été difficile de la gérer, difficile de gérer une situation à laquelle on n'est pas habitué, et vous le savez, ça a occasionné une situation de conflit à la fois civil et religieux, dont le point culminant, si vous voulez, est peut-être, je ne suis pas historien, mais le massacre de la Saint-Barthélemy en 24 août 1572. Bon. Et puis donc après le massacre de la Saint-Barthélemy, une bonne vingtaine d'années après, Henri de Navarre, qui deviendra Henri IV, donc, accède au trône de France. Est-ce parce que lui-même est en partie attaché personnellement au protestantisme, ou est-ce simplement parce qu'il a une sorte de clairvoyance politique qui va lui permettre de produire un geste tout à fait important? En 1598, il promulgue ce qu'on appelle l'édit de Nantes. Et l'édit de Nantes organise la coexistence au sein du pays des catholiques et des protestants. Or, cet édit de Nantes, qui organise donc la coexistence pacifique, si l'on veut, des catholiques et des protestants, est désigné en général sous le nom d'édit de tolérance, expression qui n'apparaît absolument pas dans l'édit de Nantes, mais c'est devenu une manière courante de le désigner. Même si le mot tolérance n'y apparaît pas, c'est sous ce nom qu'il est resté dans nos mémoires. Alors, il faudrait ici se méfier, je crois, de la légende dorée qui présenterait Henri IV comme le modèle même, le type même du roi tolérant, et qui serait d'autant plus tolérant qu'il serait tolérant vis-à-vis de la religion qui aurait d'abord été la sienne, avant sa conversion au catholicisme, puisqu'il est hors de question qu'un roi protestant, qu'un protestant monte sur le trône de France. Il faut se méfier de cette légende dorée parce qu'il faut bien comprendre peut-être quand même ce qui est en jeu dans l'édit de Nantes. Pour faire vite, c'est une loi d'amnistie des crimes qui ont été commis entre mars 1585 et 1589, l'année, je crois, de l'arrivée au pouvoir d'Henri IV. Donc d'abord, c'est une loi d'amnistie. Deuxièmement, cet édit de tolérance, l'édit de Nantes, garantit la liberté de conscience aux réformés, plus la liberté de culte, là, simplement, où le protestantisme était établi avant 1597. Ça ne s'étend pas au-delà. En gros, là où les protestants sont déjà établis et ont déjà des lieux de culte, ok, il n'est pas question qu'ils ouvrent de nouveaux lieux de culte ou qu'ils étendent le privilège de cette liberté de culte. Et puis le troisième point important de cet édit de Nantes, c'est l'organisation des tribunaux qui, dans certaines villes, Bordeaux, Grenoble et Castres, pour la petite histoire, seront composés pour moitié, de protestants. Mais, et j'insiste,
le catholicisme reste la religion d'État. L'édit de Nantes réaffirme clairement le catholicisme comme religion d'État. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'au sens propre, le protestantisme, avec l'édit de Nantes, est davantage toléré que reconnu. Il n'est pas reconnu comme une religion d'égale dignité que la religion catholique ou que la confession catholique, puisqu'il est là et qu'on ne peut pas l'extirper, on organise les conditions de son maintien sur la scène politique nationale. C'est ce que j'appelle un principe de circonscription. On encadre ce qu'on est devenu incapable d'empêcher, d'interdire ou de réprimer sans trouble majeur. Une sorte de sagesse politique qui est telle que ce contre quoi on ne peut pas grand-chose, il va falloir le supporter et apprendre à vivre avec. Et en ce sens-là, l'édit de Nantes est bien un édit de tolérance, mais dans un sens très circonscrit lui-même du mot tolérance. On tolère, on supporte ce qui apparaît comme gênant dans une France qui n'en proclame pas moins sa catholicité, mais qui est bien obligée, pour des raisons d'ordre civil, pour des raisons de paix civile, de consentir à ce qui lui déplaît, d'accepter ce qu'elle n'aime pas. La suite de l'histoire est aussi assez intéressante. Vous savez que l'édit de Nantes est révoqué par Louis XIV en 1685, même pas un siècle plus tard. Et puis, c'est le siècle de Voltaire, encore un peu plus tard, on a la fameuse affaire Calas, en 1762, qui est l'occasion pour Voltaire d'écrire son traité sur la tolérance, en 1763. L'affaire Calas, je ne sais pas si vous voyez exactement ce que c'est. Moi-même, je ne le vois pas de manière tout à fait exacte. C'est une lecture qui est assez ancienne, mais enfin, un père de famille accusé, je crois, d'avoir tué son fils. Le père est protestant, le fils est protestant, toute la famille est protestante, mais on apprend que le fils était sur le point de se convertir au catholicisme, et du coup, ce qui était éventuellement un accident va être compris par certains comme une sorte de crime religieux, l'intolérance absolue et fanatique d'un père qui tue son fils pour l'empêcher de passer à l'ennemi, quoi. Bon, quelque chose comme ça. Et puis Voltaire va enquêter. Je crois que le pauvre Calas va quand même être roué, écartelé. Bon, donc il va y laisser sa vie, mais bon, bonne nouvelle pour lui, pour les âmes sensibles, il va être réhabilité grâce au travail de Voltaire, qui va en profiter pour écrire ce fameux traité sur la tolérance. Et qu'est-ce qui est intéressant avec cette affaire Calas et le traité sur la tolérance de Voltaire? C'est qu'on voit que la tolérance ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'elle renvoie à une autorité qui seule choisit ce qu'elle tolère ou non. Celui qui tolère, la force qui tolère, le pouvoir qui tolère, qu'il y ait des protestants. Pourquoi je dis ceci? Parce que la révocation de l'édit de Nantes en 1685 n'a pas changé grand-chose à un régime de fait qui était un régime de tolérance. Mais rien de plus qu'un régime de tolérance, absolument pas un régime de reconnaissance. Et on voit du coup les limites de la tolérance, c'est que la force qui tolère est la même que celle qui peut décider de réprimer. Le pouvoir qui, parce qu'il a le pouvoir, parce qu'il est fort, peut tolérer et prendre sur lui d'accepter ce qui lui déplaît, est le même pouvoir qui peut décréter que ça suffit et maintenant on ne tolérera plus. Ce sera, comme disent certains politiques, tolérance zéro. On voit donc que la notion de tolérance montre ses limites parce qu'elle n'engendre aucun droit. Celui dont on tolère l'attitude n'est pas reconnu dans la légitimité de son attitude. Tolérer que je roule à 132 km/h au lieu de 130, ce n'est pas reconnaître mon droit à rouler à 132 km/h.
tolérer qu'un élève bavarde quelques secondes pendant mon cours, ce n'est pas lui donner le droit de bavarder. L'attitude tolérante, comprise au sens propre, n'engendre aucun droit, elle n'engendre aucune reconnaissance. Tolérer le protestantisme n'est pas reconnaître le protestantisme. Elle n'engendre aucune relation d'amitié, voire même au contraire, celui que je suis obligé de tolérer, c'est précisément celui qui me déplaît. On n'a pas à tolérer les attitudes de ceux que l'on aime et qui sont nos amis. Sauf quand elles sont transgressives au passage. Il y a quand même une figure possible qui me vient à l'esprit où le mot tolérance garde son sens. Mais pas, encore une fois, pour une personne, pour un geste. Si, je sais pas moi, je peux tolérer certaines transgressions de mes enfants, bien que je les aime. Mais ça veut dire que mon amour et ma tolérance ne se situent absolument pas sur le même plan. Mon amour va à leur personne, ma tolérance va à une attitude transgressive que je décide de prendre en partie sur moi, parce qu'éventuellement le remède serait pire que le mal, par exemple. Bref, on voit bien qu'il y a une insuffisance radicale de la tolérance dans l'ordre des relations sociales ou même dans l'ordre juridique parce qu'elle n'engendre aucun droit. Et on comprend peut-être mieux à partir de là une phrase peut-être assez mystérieuse, enfin étonnante en tout cas, d'Emmanuel Kant dans Qu'est-ce que les Lumières, un texte qu'il a dû publier en 1784, réponse à la question Qu'est-ce que les Lumières? Il parle de Frédéric II, le roi de Prusse, à l'époque, et il en fait un éloge assez considérable. Et voilà ce qu'il dit de Frédéric II. Un prince qui ne trouve pas indigne de lui de dire qu'il tient pour un devoir de ne rien prescrire aux hommes dans les choses de la religion, mais de leur laisser entière liberté en la matière, qui va jusqu'à récuser le nom hautain de tolérance. Intéressant, je crois. Je n'ai pas étudié toutes les mentions, loin de là, du XVIIIe siècle, où on voit que relativiser un terme qui avait été quasiment absolutisé par Voltaire, mais vous vous rendez compte, c'est parce que c'est étonnant ici. En 1763, Voltaire fait de la tolérance une vertu absolument fondamentale qui est quasiment sur le point d'absolutiser, comme si elle était, la pierre de touche de toute liberté authentique. Même pas 20 ans plus tard, Kant dit de cette tolérance, ou du mot tolérance, que c'est un nom hautain. Et que justement le génie particulier de Frédéric II, c'est de ne pas avoir posé la question de la liberté religieuse en termes de tolérance. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tolérer, pour Frédéric II, lu par Kant, il ne s'agit pas de tolérer ce qu'on aurait le droit d'empêcher, qu'il y ait des protestants et des catholiques, par exemple. Il s'agit de reconnaître aux protestants et aux catholiques les mêmes droits et de ne rien prescrire à qui que ce soit pour ce qui touche à sa liberté de conscience. Et donc ce à quoi Kant ouvre la voie, c'est un dépassement, justement, de l'ordre de la tolérance. Il nous permet de prendre conscience qu'une gestion saine du pluralisme en matière sociale, religieuse, ethnique et parfois dans le monde de l'entreprise suppose précisément qu'on n'absolutise pas l'attitude tolérante ou la vertu de tolérance, qu'on la remette à sa place, reconnaître d'une certaine manière qu'elle est une petite vertu ou une vertu pas si grande que ça, et que dès lors qu'on est dans l'ordre du droit et de la reconnaissance de l'autre, eh bien, on est dans un ordre qui est au-delà de celui de la tolérance. Bref, mon objectif ici n'était pas du tout de faire une histoire de la laïcité. Ce serait intéressant d'ailleurs de reprendre l'histoire de la laïcité à partir
de cette manière dont elle est comprise sous la figure de la tolérance au XVIe et XVIIe siècle. Ce serait sans doute tout à fait intéressant, mais d'abord, je ne serais peut-être pas la personne pour ça, puis ce serait de toute façon un autre sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte, je disais tout à l'heure, que la tolérance est une petite vertu. Je crois même qu'il y a un humoriste qui, il y a quelques dizaines d'années, disait qu'il y a des maisons pour ça, d'ailleurs. Hein. Alors, je pense que les plus jeunes d'entre vous ne comprennent absolument pas l'allusion. Je l'ai testé il y a quelques mois sur un public de 20 ans. Je crois que les maisons de tolérance, parmi les jeunes, parmi vous, qui sait ce que c'est qu'une maison de tolérance? Parmi les plus jeunes, allez, moins de 10. Non, il n'y a personne. Moins de 25. Qui sait ce que c'est qu'une maison de tolérance? Il n'y a pas grand monde, hein, je m'en doutais. Ça parle plus beaucoup. Les plus âgés savent, hein? Oui, sans problème. Les plus jeunes, vous irez vous renseigner, j'ai pas le droit de vous le dire. Hein? Bon. Alors, en tout cas, si peut-être que je vais vous mettre sur la voie, si vous voulez savoir ce que c'est que des maisons de tolérance, vous pouvez toujours vous dire que ces maisons sont peut-être nécessaires là où l'amour manque. Parce que la tolérance elle-même est peut-être nécessaire là où manque l'amour, ou là où manque, on va y venir, le respect. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que précisément, là où le respect est acquis, la question de la tolérance ne se pose plus. On peut se débarrasser du fardeau de la tolérance quand on s'est élevé jusqu'au respect, voire jusqu'à l'amour. Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant dans ma deuxième partie, c'est que le respect va plus loin que la tolérance, mais je vais commencer par le considérer comme une vertu simplement sociale. Donc, deuxième partie, si vous voulez quelque chose comme un titre, le respect, vertu sociale. Mon enquête sur la tolérance a montré ses limites. Certes, la tolérance est importante. Si elle est une petite vertu, elle n'en reste pas moins une vertu, sans doute. Elle est importante parce qu'elle donne du jeu aux relations sociales. Mais en même temps, son défaut, c'est qu'elle enferme chacun dans son statut social. Tolérer le protestantisme, c'est enfermer les protestants dans le statut social et religieux particulier qui est le leur. Ce n'est plus les regarder que comme des protestants. Bref, au fond, la tolérance ne nous permet pas de dépasser le face-à-face entre une puissance tolérante et une gêne tolérée. Le respect, lui, va plus loin. Pourquoi? Parce qu'il ne repose pas justement sur la puissance de l'un par rapport à l'autre. La relation de tolérance est toujours une relation hautement différenciée du point de vue hiérarchique. Celui qui tolère, c'est celui qui a la puissance de tolérer. Et celui qui est toléré, c'est celui qui n'a pas la puissance suffisante pour transformer en droit la transgression qu'il s'autorise. Donc on est clairement dans une situation de condescendance. Il y a quelque chose de condescendant dans l'acte même de tolérance qui va toujours de haut en bas, de la puissance tolérante vers une gêne tolérée. Or, le respect, vous disais-je, va plus loin, justement parce qu'il ne repose pas sur la puissance de l'un par rapport à l'autre. Il repose, me semble-t-il, plutôt sur un jeu de reconnaissance, au pluriel, et de reconnaissance qui peuvent être réciproques. Par exemple, un protestant et un catholique qui se respectent, ce n'est pas la même chose qu'un protestant et un catholique qui se tolèrent. Un protestant et un catholique qui se respectent sont par là même sur un pied d'égalité. Même chose pour un hétérosexuel et un homosexuel qui se respectent. Ce n'est pas la même chose que de tolérer la sexualité de l'autre et de respecter sa sexualité. Même chose pour les relations entre hommes et femmes, même chose bien évidemment pour les relations entre un adulte et un enfant. Quand un adulte respecte un enfant, il n'est plus par rapport à lui dans une relation surplombante,
condescendante, il est par rapport à lui dans une relation d'égalité. Et c'est pour ça que le respect peut être réciproque, y compris entre un adulte et entre un enfant. Dans l'ordre du respect, élève chacun à la hauteur de l'autre. Je dis bien élève chacun à la hauteur de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une sorte de système des vases communicants. Je me baisse un peu pour que tu t'élèves un peu, puis on trouvera une position moyenne d'égalité. Chacun est élevé dans la relation de respect à cette commune égalité. Le respect, c'est donc la vertu des égaux, qui savent et qui peuvent se reconnaître comme égaux. Et à ce titre-là, bien évidemment, un professeur doit respecter ses élèves, même s'il ne doit pas tout tolérer d'eux. Et s'il doit respecter ses élèves, ce n'est pas en tant qu'ils sont ses élèves, c'est en tant qu'ils ont les mêmes droits fondamentaux que lui, c'est-à-dire en tant que, d'une certaine manière, ils sont bien ses égaux, quand bien même il y aurait, bien évidemment, une différence hiérarchique entre le professeur et ses élèves. Je ne suis pas sûr que une relation professeur-élève puisse être exprimée convenablement dans des termes hiérarchiques. L'élève n'est pas le subordonné d'un professeur, de toute façon. Bon. Alors, ça laisse quand même intacte la question de savoir, mais ça consiste en quoi, la tolérance? Concrètement, comment sortir de le respect, pardon. Ça consiste en quoi, le respect? Concrètement, comment sortir de l'équivocité du terme? Il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est ramener le mot, mais vraiment à son sens le plus banal, son sens premier, qui est souvent dans le sens oublié. Je crois que je vous en avais déjà touché un mot quand j'avais fait ma conférence sur l'autorité, et donc ça va être un rappel pour certains d'entre vous. Mais je crois qu'on comprend bien ce qu'est le respect comme vertu sociale quand on médite le sens de l'expression « tenir quelqu'un en respect ». Tenir quelqu'un en respect. Imaginez, vous êtes armé, quelqu'un est sur le point de vous sauter dessus, vous le tenez en respect. Bon, ça veut dire quoi concrètement? Il ne peut pas franchement se sauver, il ne peut pas franchement se jeter sur vous non plus. Le tenir en respect, c'est faire en sorte qu'il ne s'éloigne pas, mais faire en sorte que sa proximité ne devienne pas dangereuse. C'est-à-dire que c'est le maintenir à bonne distance, celle qui convient, ni trop près, ni trop loin. Si, oublions l'image que je vous ai donnée, hein, celle de quelqu'un que je menace de mon arme, oublions l'arme si vous voulez, si le respect socialement est la vertu de la juste distance, de la bonne distance, c'est qu'il permet d'empêcher une trop grande proximité avec l'autre, qui engendrerait un risque de confusion. Le non-respect de l'espace propre, la confusion, ce serait quoi? Ce serait le non-respect de l'espace propre où autrui peut déployer son être à la fois singulier et différent. Je disais tout à l'heure que si je rentre ce soir chez moi et que je dis à mon épouse que je la respecte, elle ne prendra pas ça pour un compliment, elle sera fâchée, elle aura bien raison, mais en revanche, mon amour ne me dispense pas du respect, c'est-à-dire de la bonne distance. Reconnaître qu'elle n'est pas moi et que je ne suis pas elle, et qu'elle a le droit, bien évidemment, à un espace où déployer sa singularité et sa différence. Non seulement l'amour n'empêche pas le respect, mais je crois même qu'il l'appelle comme son complément social absolument indispensable. Pas trop près. Éviter la confusion des espaces propres qui rend en quelque sorte chacun indiscernable. Trop loin, si la distance est trop grande, ce n'est plus du respect, c'est de l'indifférence. Autrui est sans lieu, c'est-à-dire qu'au fond, c'est comme s'il n'avait pas lieu d'être. Il est si loin de moi que ce qu'il fait, je m'en fiche,
Et si je m'en fiche, ce n'est pas par respect, c'est simplement par indifférence. Il y a une trop grande distance qui abolit le rapport à autrui, ou en termes évangéliques, si vous voulez, qui fait qu'autrui cesse d'être mon prochain. Parce que mon prochain, au sens propre, c'est bien celui qui m'est proche, pas proche parce qu'il est de ma famille, proche parce que je reconnais dans son humanité même quelque chose qui me le rend proche, quand bien même, au passage, je ne l'aimerais pas, quand bien même je n'aurais pas d'atome crochu avec lui, quand bien même il ne serait pas de ma famille. Le reconnaître comme mon prochain, c'est abolir la distance abyssale qui pourrait me séparer de lui si je ne lui reconnaissais pas lieu d'être. Bref, le respect serait alors la vertu de la juste distance. Comme vertu sociale, il permet à chacun d'être lui-même sans avoir à être toléré. Premièrement. Deuxièmement, il permet à chacun d'être reconnu en sa différence, et non pas simplement d'être porteur d'une différence tolérée. Troisième vertu, si vous voulez, du respect comme vertu sociale, ou troisième application, il permet à chacun, et ça c'est absolument fondamental dans le cadre particulier de toute société, y compris des entreprises, il permet à chacun de tenir son rôle social. Il y a l'espace propre du patron, par exemple, l'espace propre du professeur, l'espace propre de l'élève, l'espace propre de l'ouvrier, l'espace propre du cadre. Et le respect, c'est ce qui permet à chacun d'évoluer dans l'espace propre qui lui est reconnu. Respecter un élève, c'est reconnaître un espace qui est le sien et sur lequel je n'ai pas le droit d'empiéter. Et bien évidemment, le respect qu'il me doit est en même temps la reconnaissance par lui de l'espace propre qui est le mien. Et je crois que les jeux des relations sociales se trouvent singulièrement facilités quand on ne rajoute pas à la différenciation hiérarchique l'intrusion dans les espaces propres. Reconnaître à chacun que, voilà, il a le droit à un espace dans lequel vient se déployer sa singularité et sa différence. Au passage, quand je parle d'espace propre, vous comprenez que forcément je lui fixe des limites. Cet espace propre, ce n'est pas tout l'espace possible. Il y a parfois une manière, j'y reviendrai, d'exhiber sa différence, religieuse ou sexuelle, qui devient une manière de sortir des limites de l'espace du lieu qui m'est assigné, dans l'espace social où je suis appelé à agir. Et il arrive au fond que ce désir d'étendre mon espace propre corresponde à une façon de manquer de respect à autrui. Il y a aussi une façon irrespectueuse d'exhiber sa différence. J'espère qu'on avance peu à peu, que le sens du respect s'éclaire progressivement, que son usage commence à se préciser. Le problème, c'est que ce que je viens de vous dire jusque-là ne nous apprend rien justement sur l'objet du respect. À quoi va le respect? Ou si vous préférez, qu'est-ce qui est respectable? Je reste dans l'ordre social. Je passerai dans le champ moral dans quelques minutes. Il y a un philosophe qui nous aide peut-être, sans doute même à y voir clair, pour nous dire à quoi va le respect, c'est Pascal. Je crois que je vous ai déjà parlé de ce texte, 3 discours sur la condition des grands, 3 petits textes, 6-7 pages à eux 3, des lettres adressées par Pascal au jeune duc de Luynes, je suis maintenant certain que je vous en ai déjà parlé. Et dans ce texte, Pascal fait une distinction qui est devenue un classique
de la culture philosophique, si vous voulez, de base, la distinction entre ce qu'il appelle les grandeurs naturelles et les grandeurs d'établissement. Les grandeurs naturelles sont, si vous voulez, les qualités naturelles dont quelqu'un est porteur. Il court très vite, il est très généreux, voilà, ça ce sont des grandeurs naturelles. Les grandeurs d'établissement sont des grandeurs conventionnelles, c'est-à-dire qu'elles sont instituées. Il est duc. Il est duc. D'accord. Ou les comtes, hein, dans ce sens-là. Hein, voilà. C'est le professeur. D'accord. C'est mon patron. D'accord. Il n'a peut-être pas plus de grandeur naturelle que moi, mais c'est mon patron. Il a une grandeur d'établissement que moi, je n'ai pas. Or, nous dit Pascal, le respect est dû à ces deux types de grandeur. Il peut aller aux grandeurs naturelles, il peut aller aux grandeurs d'établissement. Mais ce n'est pas le même respect qui est dû aux unes et aux autres. De la même manière que Pascal distingue deux types de grandeur, grandeur naturelle et grandeur d'établissement, il distingue deux types de respect. Aux grandeurs d'établissement va un respect qu'il appelle respect d'établissement. Voilà, comme ça, c'est pas compliqué à retenir. Et aux grandeurs naturelles va un respect naturel qu'il appelle estime. Ça va être intéressant ici pour distinguer les choses. Estimer, respecter, tolérer. Voilà, on commence à philosopher quand on met en place les distinctions conceptuelles qui nous permettent de penser vraiment, en évitant la confusion. Hein, je crois que vraiment la fonction absolument essentielle et incontournable de la philosophie, c'est la fonction de distinction conceptuelle. Savoir de quoi on parle en mettant de l'ordre dans ses représentations, dans ses idées, dans les termes que l'on utilise et dans ses concepts. Même si la philosophie ne servait qu'à ça, j'ose croire qu'elle sert un peu plus que ça, il me semble qu'elle serait déjà justifiée. Le respect d'établissement, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont, nous dit Pascal, les cérémonies extérieures, ce qu'il appelle aussi les protocoles. Bon, bah d'accord, à un duc, je dois faire le baise-main. Pourquoi ne pas le faire, dirait Pascal? D'accord, ça n'a pas de sens moral profond. Bien sûr que ce duc est peut-être un sale type. Et bien sûr que je lui préfère peut-être un saint dont je suis l'ami, un savant que j'estime profondément. Mais peu importe, il est duc. Ce ne sont rien d'autre que des protocoles. Mon respect d'établissement ne signifie pas qu'il est hautement estimable. Il signifie rien d'autre que ceci, il est duc. Parler au roi à genoux, nous dit Pascal. D'accord, c'est une convention, c'est tout. Mais puisque c'est une convention, et puisque ce n'est rien qu'une convention, pourquoi en faire tout un foin? Se tenir debout dans la chambre des princes, troisième exemple que prend Pascal. J'avais peut-être déjà évoqué un autre exemple devant vous, et ça me permet d'y revenir. C'est vrai que cette question du respect croise en partie la question de l'autorité, mais un proviseur qui rentre dans une salle de cours, j'avais été surpris une fois, les élèves qui ne se lèvent pas. Alors, bon, qui mettent du temps à se lever en tout cas. Bon, le proviseur, bien sûr, les fait rasseoir tout de suite, il est tout à fait sympathique. Bon, et puis c'est tout, il s'en va, bon, il me dit ce qu'il a fait à me dire. Puis là, je me demande, mais pourquoi vous n'êtes pas levé tout de suite? Puis il y en a qui me disent, mais bon, oh monsieur, vous ne savez pas formaliste. Bon, d'accord, je ne suis peut-être pas. Mais enfin, mais justement, mais parce que ça ne coûte rien. C'est quoi se lever? Ce n'est pas faire une déclaration d'amour à un proviseur. Absolument pas. C'est simplement marquer qu'il est le proviseur, qu'on le reconnaît dans sa fonction, et que nous, dans notre fonction, une part de notre rôle, c'est simplement de se lever en sachant bien évidemment qui se fera fort de nous faire asseoir très très vite. C'est du jeu social. Ça ne signifie pas grand-chose, mais puisque ça coûte rien, voilà des marques de respect qui ne sont vraiment pas difficiles. Pourquoi s'en priver? Je cite Pascal, « C'est une sottise et une bassesse d'esprit que de leur refuser ces devoirs. » Bien sûr que ces devoirs sont conventionnels, mais c'est une sottise et une bassesse d'esprit que de leur refuser ces devoirs. C'est tellement pas compliqué, que ça mange tellement pas de pain, que vraiment, on ne voit pas pourquoi on ferait un drame avec ça.
Le respect naturel, alors Pascal ne le nomme pas comme ça, je vous l'ai dit, mais c'est exactement ça qu'il vise, il l'appelle estime. L'estime est un respect qui va aux qualités naturelles d'une personne. J'évoquais tout à l'heure, au début de cette séance, cette formule d'admiration d'un entraîneur à un joueur de l'équipe adverse. Alors là, respect. Un pascalien invétéré à cheval sur les terres lui aurait dit non, alors là, estime. Bien sûr, ça ne serait pas passé aussi bien. Hein. Bon, d'accord. Mais bon. Je me suis gardé, bien évidemment, de le reprendre. Hein. Petite leçon de base, on ne fait jamais de philosophie ailleurs que devant des biens publics qui sont là pour vous écouter en tant que philosophe. Sinon, vous êtes très emmerdant. Hein. Bon. Je cite Pascal. Ici, encore, « Il n'est pas nécessaire parce que vous êtes duc. » Il s'adresse au jeune duc de Luynes. « Il n'est pas nécessaire parce que vous êtes duc que je vous estime. » À ça, vous ne pouvez pas me demander. Je n'ai pas un devoir d'estime. Mais il est nécessaire que je vous salue. Pourquoi ? Le salut est un geste qui signifie un respect d'établissement dû à une grandeur d'établissement. Ça, c'est une convention sociale nécessaire. Ok, ça fait partie du jeu. En revanche, il n'est pas nécessaire que je vous estime, puisque l'estime va aux qualités naturelles. Si vous voulez que je vous estime, montrez-moi les qualités naturelles qui mériteront que je vous estime, qui vaudront mon estime pour vous. Il n'y a pas de devoir d'estime, même s'il y a un devoir de respect. Le respect d'établissement rend donc possible le jeu social et la préservation de la double scène politique et sociale. On en a besoin. Il en faut. Et il en faut dans toute société. Une école, une entreprise. Le respect naturel, que j'ai donc appelé estime, rend possible la reconnaissance des qualités personnelles indépendantes du statut social. Bien sûr qu'un subordonné peut être plus savant. Bien sûr qu'un élève, dans certains cas, peut être plus savant que son maître. Bien sûr qu'un subordonné peut être plus compétent que son supérieur hiérarchique direct. Bien sûr. Ça ne lui donne pas le droit ni de lui manquer de respect, ni de lui désobéir. En revanche, ça nous donne peut-être le devoir à nous de lui manifester notre estime. Quand un élève m'impressionne, il est bon qu'il sache que mon estime lui est acquise en plus de mon respect. Je respecte tous mes élèves, je ne les estime pas tous. Désolé, hein, messieurs, dames. Bon. Ceux qui sont là, bien sûr, je les estime. Hein. Bref, le respect permet une double reconnaissance. Il permet à la fois la reconnaissance des hiérarchies sociales en ce qu'elles ont à la fois de conventionnel et de nécessaire, et il permet la reconnaissance des qualités propres, personnelles, qui rendent certaines personnes dignes d'estime. On comprend donc que si la tolérance va aux attitudes, on peut tolérer une attitude. Aux opinions, certaines opinions sont tolérables, à la limite de l'insupportable, mais bon, d'accord ? Si on peut tolérer des croyances, d'accord, tu crois des conneries, mais enfin, tant pis, je tolère que tu crois des conneries, bon, bah d'accord. Le respect, lui, va aux personnes, à leur fonction ou à leur qualité. Et ça va être l'occasion de passer justement à la troisième partie du respect comme vertu sociale, ce que je viens de faire, au respect comme vertu morale. Je vous l'ai dit, en 1763, Voltaire écrit le traité sur la tolérance et semble faire de la tolérance la vertu civile par excellence. Quelques années plus tard, Kant fonde sa philosophie morale sur l'idée de respect.
l'entrée en scène fracassante en philosophie de la notion de respect, sur la scène de la philosophie morale, c'est le moment kantien, clairement. Il y a toutefois quelque chose d'un peu particulier, c'est que le respect kantien n'est pas exactement le respect de la personne humaine. Qu'est-ce que c'est que le respect chez Kant? Je vous invite à relire, par exemple, une sorte d'abrégé de la philosophie morale de Kant, comme les fondements de la métaphysique des mœurs, par exemple, qui, me semble-t-il, est assez lisible, assez accessible. Et dans les fondements de la métaphysique des mœurs, je ne sais pas comment on dit au pluriel, Kant nous dit que traite le respect d'une manière quasiment univoque. Le respect, c'est le respect inconditionnel de la loi morale. Le respect va à la loi morale, dans la philosophie kantienne, avant d'aller à la personne. Or, pour le comprendre, il va peut-être falloir faire un rappel. Je ne vais pas me lancer dans un cours sur la philosophie morale de Kant, parce que alors là, je ne vous lâche pas avant 10 heures. Mais peut-être quelques points saillants pour essayer de comprendre ce qui est en jeu ici. L'acte moral, pour Kant, ce n'est pas simplement l'acte moralement acceptable. Pas du tout, même. L'acte moral, pour Kant, c'est l'acte accompli par devoir. Je vais dire les choses autrement. Kant distingue 3 types d'actes. Un acte peut être moral, immoral ou amoral. Il est immoral quand il va à l'encontre de mon devoir moral. Mentir, pour Kant, c'est immoral. Voler, c'est immoral. Bon, ça, c'est pas très compliqué. Il est amoral quand il n'a pas de valeur du point de vue moral. Manger des nouilles, c'est amoral. D'accord ? Il est moral quand il est accompli par devoir. Alors, j'ai été obligé de prendre un autre exemple que manger des nouilles, pour que vous compreniez bien. Je suis un enfant, parce que les adultes ne font pas de bêtises, donc je cherche à trouver des gens qui font parfois des bêtises. Je suis un enfant qui vient de faire une grosse bêtise. J'hésite entre la cacher, pour ne pas être puni, ou l'avouer pour espérer que, allez, faute avouée est à moitié pardonnée, la sanction sera peut-être moins rude. Et donc voilà, armé de cet intérêt bien compris, allez, je vais avouer pour être moins puni, je dis la vérité sur mon forfait. C'est pas immoral, vous me l'accorderez. Mais c'est pas moral pour Kant. C'est aussi un acte amoral. Pourquoi ? Je ne dis pas la vérité par devoir, par amour de la loi morale, pour Kant. Je dis la vérité par intérêt personnel. Je dis la vérité parce que j'ai un intérêt bien compris à la dire. Ce n'est pas le sens du devoir qui me fait avouer ma faute et dire la vérité, c'est un calcul de mes intérêts. Vaut peut-être mieux quand même dire la vérité, parce que si je mens et que c'est découvert après, là, la sanction va être lourde. Aider quelqu'un, une vieille dame, à traverser la rue dans l'espoir qu'elle nous couchera sur son testament, c'est pas immoral, mais ce n'est pas moral non plus pour Kant. Donc l'acte accompli par devoir, c'est ça pour Kant. C'est l'acte qui n'a pas d'autre motif que le respect absolu de la loi morale, l'amour inconditionnel de la loi morale. Kant n'est pas quelqu'un qui écrit, c'est pas lyrique, quand on lit Kant, bon, d'accord. Puis de temps en temps, il a des périodes lyriques, en particulier quand il parle de la loi morale. Ça c'est rigolo, c'est 2 choses emplissent mon cœur d'une admiration sans cesse renouvelée, le ciel étoilé au-dessus de moi, la loi morale en moi. Vous ne trouverez pas beaucoup d'accents comme ça chez Kant, mais quand il parle de la loi morale, là on sent qu'il est inspiré. Bon. Donc l'acte moral est l'acte accompli par devoir, indépendamment de tout mobile sensible. Kant distingue mobile et motif. Le mobile, c'est l'intérêt sensible qui me pousse à faire quelque chose. Le motif, c'est la raison de la chose. L'acte moral n'a qu'une raison, le respect inconditionnel de la loi morale.
qui m'oblige à ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas mentir, etc. Je cite d'ailleurs Kant lui-même, première section des fondements de la métaphysique des mœurs. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. Pas par respect pour la personne, par respect pour la loi. Kant, du coup, va distinguer, et vous l'avez compris, je pense, deux choses. Mes inclinations sensibles et le respect. L'inclination sensible, c'est simplement le mobile de mon acte, ce qui me pousse à faire quelque chose, par exemple l'espoir d'une récompense, ou l'espérance que je ne serai pas puni, ou moins puni si j'avoue. Ça relève de ce que Kant appelle l'inclination, le mobile de mon acte. Il y a le respect. Le respect, c'est le principe de l'action morale pour Kant. C'est-à-dire que n'est morale que l'individu capable de respecter inconditionnellement la loi morale qu'il sait être bonne. Là encore, je cite Kant, toujours dans les fondements de la métaphysique des mœurs. Il n'y a que ce qui est lié à ma volonté, uniquement comme principe et jamais comme effet, comme conséquence éventuellement sympathique de mes actes. Il n'y a que ce qui est lié à ma volonté, uniquement comme principe et jamais comme effet, ce qui ne sert pas à mon inclination, mais qui la domine, la simple loi pour elle-même qui puisse être objet de respect. Vous voyez que je ne suis pas en train de forcer la lettre kantienne. Le respect, chez Kant, va bien d'abord et avant toute chose à la loi morale qui seule est inconditionnellement digne de respect. La loi morale en moi, telle que je peux la reconnaître en moi, alors Kant considère qu'il y a deux façons de reconnaître la loi morale en moi. Il y a soit la façon qu'on pourrait dire intuitive, je la sens, elle remplit mon cœur. Si je ne suis pas complètement perverti, je sais bien qu'on ne vole pas, je sais bien qu'on ne tue pas, je sais bien qu'on n'abuse pas de la confiance d'autrui. Puis, il y a une autre façon de la connaître, que les étudiants en philosophie travaillent sans doute, par une sorte de jeu de démonstration rationnelle à partir de la formule de l'impératif catégorique, montrer au fond que si j'universalise la maxime de l'acte que je me prépare à accomplir, je vais aboutir à une sorte de contradiction logique qui prouvera qu'il ne faut pas le faire. Je ne peux pas vous raconter ça maintenant, là, je n'aurai vraiment pas le temps, mais disons une manière rationnelle, une manière intuitive. Et donc, la loi morale en moi, que ma raison peut reconnaître, et que mon cœur sent, on dirait Pascal, Kant n'utilise pas des formules comme celle-ci, est seule digne de respect. Mais attention, cette loi morale qui est en moi et qui seule est absolument digne de respect, est pour Kant le fondement de ma dignité. Ce qui fait la dignité de la personne humaine, c'est précisément la présence en elle de cette loi morale. En tout homme, nous dit Kant, même dans les pires salauds. Même l'individu immoral n'est pas immoral parce qu'il nie la loi morale, parce qu'il ne la reconnaît pas, parce qu'il ne la connaît pas. Il est immoral parce qu'il préfère son inclination sensible au respect de la loi morale. Je vais le dire autrement, même dans un gang, comment on dit ça, une bande de voleurs, on sait bien qu'il est mal de voler. On ne se vole pas entre soi. On proscrit le vol, y compris dans une société de voleurs, parce qu'on sait bien que voler n'est pas bien. On ne vole pas parce qu'on croit que c'est bien. On vole par intérêt sensible, on transgresse la loi morale que l'on connaît parce qu'on préfère la satisfaction de notre intérêt sensible au respect inconditionnel de la loi. Et c'est ça l'immoralité chez Kant. Préférer la satisfaction de son intérêt sensible au respect inconditionnel de la loi. Donc la loi morale, elle existe en tout homme pour Kant. Voilà ce que nous avons de commun. Voilà ce qu'ont en commun les saints et les criminels. La loi morale en eux. Et elle est leur fondement de leur égale dignité.
Bien sûr, on peut estimer davantage un saint qu'un criminel, mais dit Kant, ce qui fonde leur égale dignité, c'est la présence en chacun d'eux de la même loi morale à laquelle ils ont accès. Et donc, il y a bien chez Kant quelque chose comme une personne humaine digne de respect, mais ce qui fonde ce respect que je dois à tout homme, même au criminel, ça veut dire quoi concrètement respecter un criminel? C'est-à-dire que si je dois le juger, je dois le juger en tant que personne humaine, et pas en tant que monstre. C'est-à-dire que je dois le juger en respectant la liberté de sa conscience et l'autonomie de sa raison, en respectant son humanité. Bon. Et s'il y a bien chez Kant quelque chose comme un respect que je dois à la personne, il faut lire entre les lignes, parce qu'il n'est pas clair là-dessus. Le respect va d'abord à la loi morale. Mais s'il y a chez Kant quelque chose qui nous permet de faire tendre le respect vers la personne, c'est précisément en raison de la façon dont la loi morale est inscrite dans le cœur de chacun. C'est la conscience morale de l'autre qui m'oblige au respect envers lui, même si c'est un sale type. Or quand même, j'aime beaucoup Kant, et j'ai beaucoup d'estime pour lui, et d'ailleurs sans doute beaucoup de respect pour sa pensée. Mais quand même, on est là dans un formalisme moral que Hegel, quelques années plus tard, dénoncera comme une sorte d'abstraction assez curieuse. Bon. Pour sortir de cette abstraction, de ce rapport un peu abstrait du respect à la loi morale, seule la loi morale est inconditionnellement digne de respect, on peut lire Kant en allemand, enfin, certains de ces termes en tout cas, et je m'en étais jamais rendu compte, je me suis rendu compte en préparant justement mon intervention de ce soir. Le terme utilisé par Kant, je me suis demandé, au fond, ce qu'on traduit toujours par respect, dans les fondements de l'ABC des mœurs, c'est quoi? C'est quoi ce terme? Et puis j'ai la surprise de découvrir que c'est le mot Achtung, un verbe achten, qui veut dire faire attention, simplement, prendre soin, veiller sur. Ah, ça concrétise tout de suite, ça humanise tout de suite. Ce qui est digne de respect, c'est ce dont je dois prendre soin, c'est ce sur quoi je dois veiller, c'est ce à quoi je dois faire attention. Et ce qui est intéressant, c'est que l'idée de respect, ici, renvoie alors à quelque chose de concret, une sorte de devoir de vigilance, veiller sur, faire attention. Et une vigilance que je définirais même comme une double vigilance. Vigilance d'abord vis-à-vis d'autrui, bien sûr, le respecter. Le respecter, c'est être attentif à ce qui lui est dû, attentif à la légitimité de son espace propre. Donc, le respect ici devient la bienveillance d'une attitude vigilante vis-à-vis d'autrui. Mais cette vigilance, elle n'est pas seulement vigilance vis-à-vis d'autrui, elle est aussi vigilance vis-à-vis de soi. Se respecter soi-même, ce n'est pas simplement une sorte de formule creuse d'une morale archaïque. Se respecter soi-même, c'est être vigilant vis-à-vis de soi-même, vigilant vis-à-vis de ce qui peut me diminuer, de ce qui peut me rendre plus médiocre, vigilant vis-à-vis de ce qui ne m'élève pas, vigilant vis-à-vis de ce qui me rend esclave de mes passions, de mes inclinations, comme dit Kant, vigilant vis-à-vis de ce qui vraiment m'aide à grandir et à faire croître mon humanité. Et donc, dès qu'on est attentif au sens littéral du verbe achten, respecter, ou Achtung, le respect, chez Kant, eh bien, on se rend compte que ce devoir de respecter autrui, ce devoir de se respecter soi-même, est un devoir de vigilance vis-à-vis d'autrui et vis-à-vis de soi. Or, ce qui est amusant, c'est que ça marche aussi avec le mot français. Respect. Ça vient du latin respicere, qui lui-même est un dérivé du verbe spectare, qui veut dire observer, contempler, regarder. Littéralement, si vous voulez, respicere, c'est être attentif. Ah, c'est achten. Respicere, c'est bien
d'une certaine manière, veiller sur. C'est être dans l'ordre d'un spectare, d'un regarder, qui y regarde à deux fois, d'une certaine manière. Respecter autrui, c'est donc le regarder vraiment. Prendre le temps de le regarder. Et d'un regard qui puisse veiller sur lui. D'un regard vigilant. Et se respecter soi-même, c'est porter sur soi ce regard qui nous permettent précisément d'y regarder à deux fois avant de faire des conneries, par exemple, mais qui nous permettent aussi d'être vigilants vis-à-vis de nous-mêmes. Respecter autrui, c'est donc le regarder, non pas en ce qu'il a de spectaculaire, d'admirable, absolument pas, mais justement, pourquoi je dois veiller sur lui? Sur quoi veillez-vous? Plus spontanément, sur ce qu'il y a de plus fragile. Notre devoir de vigilance, notre devoir de surveillance, la nécessité de veiller à ou de veiller sur, elle est d'autant plus grande et d'autant plus impérieuse que ce sur quoi on doit veiller est plus fragile. Veiller sur un petit enfant qui risque de se faire mal. Veiller sur une personne malade qui a besoin de soins. Veiller sur un élève en difficulté qui a besoin de mon aide. C'est aussi littéralement le respecter. Veiller sur lui, être attentif à lui, le regarder vraiment, non pas en ce qu'il a d'admirable. On peut estimer l'élève admirable, dont la copie est spectaculaire. C'est arrivé quelquefois. Mais rien, au contraire, nous empêche de respecter l'élève ou le subordonné en situation difficile, qui a besoin que l'on veille sur lui, qui en appelle d'une certaine manière à notre vigilance, à notre capacité à le regarder vraiment, lui, et non pas simplement à faire le compte de ses échecs ou de ses succès. Respecter autrui, c'est donc le regarder, mais on va jouer un petit peu sur les mots. C'est reconnaître aussi qu'il me regarde. Vous savez, c'est assez curieux, ça. En français courant, ça te regarde, ça veut dire c'est ton affaire. Ça me regarde, c'est mon affaire. Respecter autrui, eh bien, c'est reconnaître tout simplement que autrui me regarde. Pas simplement au sens sartrien, où il jette sur moi un regard qui me décale toujours de la façon dont je me regarde moi-même. Non, c'est pas du tout ça qui est en jeu. Autrui me regarde, ça veut dire c'est mon affaire. Je ne peux pas me laver les mains de lui. Je ne peux pas jouer à Pilate devant autrui. Ouf, c'est pas mon problème. Hein. Cet élève va échouer. Oh, bah, qui se débrouille. Cet homme, cet employé dont je suis responsable, s'il continue comme ça, bah, je vais devoir m'en séparer parce que vraiment, il n'est pas performant du tout. Oh, bah, tant pis pour lui. Hein. Bah non. Ça me regarde, mon élève. Ça me regarde, mon employé. Ça me regarde, mon enfant. Et ça me regarde, bien sûr, tous ceux avec qui je vis et qui sont parfois en situation de fragilité. Reconnaître qu'autrui me regarde, c'est donc reconnaître que c'est mon affaire. Mais là encore, on peut continuer à jouer avec les mots. Ce verbe est très très beau, regarder. Vous l'avez entendu jusqu'à présent que dans le sens, porter un regard attentif et vigilant sur. Mais dans regarder, il y a garder. Tenir en sa garde. Celui qui me regarde et que je consens à regarder, c'est celui que je consens de tenir en ma garde. C'est-à-dire refuser le drame de Caïn et Abel. Hein. Vous savez ce que dit Caïn quand Dieu vient lui reprocher de ne pas savoir où est Abel alors que Caïn vient le zigouiller. Ben, vous connaissez la réponse de Caïn à Dieu. Ça va, je ne suis pas le gardien de mon frère. Hein. Bah si, c'est ça le respect. Accepter d'être le gardien de son frère. Accepter de le tenir en sa garde. Accepter qu'il me regarde, que c'est mon affaire. Et que le respecter, c'est justement plutôt regarder à deux fois qu'une. C'est peut-être là que se joue un rapport respectueux et concret à autrui, sans condescendance et sans obséquiosité. C'est reconnaître que sa faiblesse me regarde comme ma faiblesse le regarde lui aussi. Bref, le respect, c'est bien ça. C'est bien, au sens littéral, ce qui fait de moi
le gardien de mon frère, au sens biblique. Je vais donc conclure en quelques mots, non pas pour vous offrir quelque chose de nouveau dans une conclusion, mais peut-être pour rassembler l'essentiel de ce que j'ai essayé de vous dire. Ce que j'ai essayé vraiment de vous partager ce soir, c'est que le respect ne va pas à ce qu'il y a d'admirable en autrui. Il ne va pas à ce qu'il y a de grand et de fort en lui. Si autrui est grand, fort et admirable, je peux l'estimer, je peux l'admirer. Mais au fond, ce n'est pas celui-là qui a besoin de mon respect. Bien sûr que je lui dois le respect comme à tout homme. Mais au fond, si je l'estime, si je l'aime, si je l'admire, il est déjà très bien payé. Non, le respect ne va pas à ce qu'il y a d'admirable à autrui, il va à ce qu'il y a en lui de menacé, il va à ce qu'il y a en lui de fragile, il y a de ce qu'il y a en lui d'ouvert au risque du mépris. Parce que c'est facile, c'est même probablement le plus naturel, mépriser autrui. Oh, il n'est pas très fort, oh, il n'a pas fait beaucoup de chiffres, hein. Il n'est pas très malin, ou il manque d'autorité. C'est facile, c'est l'attitude la plus naturelle et la plus spontanée. Le respect est ce qui me rend capable précisément de lutter contre la tentation spontanée et naturelle du mépris pour autrui. C'est reconnaître que sa fragilité, avant d'être ce qui justifie mon mépris, est ce qui exige mon respect. Vous savez que mépriser, au sens propre, c'est ne pas reconnaître le prix de quelqu'un, ne pas reconnaître sa valeur. Celui que je méprise, c'est celui dont je dis « ça vaut rien ». Ça n'a pas de prix, mais pas au sens « ça n'a pas de prix, même des millions ne pourraient pas suffire à l'acheter ». Non, non, ça n'a pas de prix au sens vraiment « ça vaut rien ». C'est ça le mépris, littéralement. Eh bien, tout respect authentique, au contraire, est reconnaissance du prix d'autrui, de sa valeur absolue, en dépit de ses fragilités. Ces fragilités peuvent être des fragilités institutionnelles, c'est possible. Il n'est peut-être pas très bon dans son rôle. Peut-être qu'il sera sage de veiller à changer de rôle, peut-être. Mais si c'est mon supérieur hiérarchique, eh bien tant pis, parce qu'elle nous rappelle que de toute façon, tout pouvoir est usurpé. On ne mérite jamais le pouvoir. Et pourtant, le pouvoir est socialement indispensable. Il faut des relations d'autorité pour que la société fonctionne, mais ces relations d'autorité ont toujours quelque chose d'artificiel et de conventionnel. Tout pouvoir est usurpé. Ça pourrait être un autre, bien sûr. Ça pourrait être moi à sa place, peut-être, parce que j'estime que j'étais plus compétent que lui pour obtenir ce poste, alors que maintenant, je suis son subordonné. Eh bien, tant pis. Mon respect lui est dû, même si je ne le trouve pas génial, et justement en raison d'une certaine fragilité institutionnelle, parce que sa position n'est pas confortable. Et parce que peut-être, du coup, il aura besoin de mon aide. Et puis le respect peut être dû, bien évidemment, en raison aussi des fragilités personnelles. Qu'un élève ne soit pas très travailleur, ça ne me dispense pas du respect que je lui dois. Au contraire, le respecter, c'est pas l'installer dans la posture du paresseux, c'est l'aider à surmonter cette fragilité qui est la sienne. Le respect, c'est donc ce qui aide autrui à tenir dans son rôle, malgré tout, et bien que ce rôle social soit en partie artificiel et en partie conventionnel. C'est ce qui permet d'aider autrui à tenir dans son rôle de prof. Un prof respecté par ses élèves, c'est un prof que ses élèves aident à tenir son rôle de prof. Un cadre respecté par ceux sur qui il a autorité, eh bien, c'est un cadre que ses subordonnés aident à tenir dans ce rôle de cadre. Un père respecté par ses enfants, c'est un père aidé par ses enfants à être père. C'est fabuleux, c'est extraordinaire. C'est donc en même temps ce qui est de chacun à tenir à soi, malgré ses fragilités, en se reconnaissant un prix qui ne justifie aucun mépris. Chaque fois que je reconnais en autrui, même s'il m'estime peu, un regard que j'ai défini comme respect, en raison de la racine même d'ailleurs du verbe respecter, respicere, spectare,
eh bien je reconnais que j'ai du prix, que j'ai de la valeur. Et ce que je suis n'est pas réductible à mes faiblesses, que ce que je suis n'est pas réductible à mes échecs, et que ce que je suis ne se réduit pas à mes carences. Et du coup, je terminerai là-dessus par une citation, alors je ne sais pas si je l'ai déjà fait, c'est une citation que j'aime beaucoup, hein, je ne perds jamais une occasion de la mentionner. C'est une citation de quelqu'un qui s'appelle Germaine Tillion, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une intellectuelle du siècle dernier qui a été déportée à Ravensbrück, si j'ai bonne mémoire, qui en est sortie, qui a milité pour les droits de l'homme de manière assez extraordinaire. Et puis, elle disait ceci, sa devise que j'ai fait mienne tenait en quelques mots, l'homme infiniment fragile, infiniment précieux. C'est justement sa fragilité qui fait son prix. Et c'est cette fragilité même qui nous oblige à un respect inconditionnel envers chacun. Merci. Alors j'ai un tout petit peu mordu sur le temps que traditionnellement on laisse à un dialogue entre vous et moi, ou entre vous et vous d'ailleurs. On ne dépassera pas le quart d'heure parce que j'ai une petite urgence après, mais on a encore, disons, un bon quart d'heure pour prolonger par une conversation amicale ces quelques mots. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous citiez Voltaire qui faisait de la tolérance, je crois, la vertu civile première. Mais je ne sais pas si vous savez qu'il a aussi essayé de faire assassiner Rousseau à Genève. Parce que justement, il lui tenait tête. Enfin, c'est tout. Oui. Oui, enfin, Voltaire est vraiment l'homme des paradoxes. Hein. C'est vraiment tout à fait étonnant. Oui, non, c'est... D'ailleurs, si vous lisez le traité sur la tolérance, bon, vous n'aurez pas mal à la tête. Hein. C'est pas la peine d'y chercher une élaboration conceptuelle de la tolérance elle-même. Vous savez, parfois, on me dit... vous avez dans la liste des professeurs des professeurs de philosophie, excusez-moi, des philosophes qui font partie de la liste officielle du programme de terminale, vous avez une longue liste. Puis il n'y a pas Voltaire dedans, par exemple. Alors, parfois, c'est marrant, jamais un philosophe ne s'est demandé pourquoi il n'y a pas Voltaire, mais souvent il m'est arrivé d'être de rencontrer des gens qui disent « Mais je ne comprends pas, dans la liste, il n'y a pas Voltaire. » Bon, je suis bien content qu'il n'y ait pas Voltaire, je ne vous le cache pas, hein, ça ne me pose aucun problème. Voltaire est un pamphlétaire assez génial, un opportuniste sans doute parfaitement bien calibré. Je suis absolument pas certain que ce soit un penseur conceptuel, ni très rigoureux, ni très conséquent. Hein. Donc oui, il se peut très bien d'ailleurs que le héros autoproclamé de la tolérance au XVIIIe siècle ait été lui-même un personnage profondément intolérant. Et là, vous parlez de la tentative d'assassinat sur Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a pas plus dur que Voltaire à l'égard même pas de la prostitution, mais même de ce qu'il appelle des femmes faciles, etc. Il est d'une dureté absolument effroyable. Hein. Donc ça, ce sont des choses qui arrivent. On travaillera sur la question de l'exemplarité, je crois, dans quelques semaines. C'est sûr que Voltaire, ce n'est pas le héros de l'exemplarité. Hein. Au moins, Kant est conséquent. C'est-à-dire que sa vie est à peu près aussi pénible que ses heures. Non, je le retire. Bien, autre question, votre intervention, c'est pas forcément des questions, hein, sentez-vous libre de prendre la parole. Oui, continuez. Désolé, c'est encore moi. Donc tout ça forme un système cohérent, mais comment est-ce que ça s'articule par exemple avec la morale nietzschéenne qui est comme une épine dans le pied de tous ces systèmes Vous parliez de Kant, mais il y a aussi Saint-Augustin, ou toute cette tradition philosophique
que vient clore en quelque sorte Nietzsche. Donc c'est vrai que ce qui est décapant avec Nietzsche, c'est justement la façon dont il philosophe à coups de marteau d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'il y a une manière pour lui de s'attaquer aux idoles qui provoque justement en permanence l'exercice de la pensée. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que Nietzsche vient à une époque où on croit avoir tiré tout ce qu'on pouvait tirer d'un héritage qui est à la fois un héritage chrétien, kantien, hegelien, etc. Puis le risque d'une pensée qui croit se posséder pleinement, c'est le risque de l'assoupissement, de l'endormissement. C'est-à-dire que les mots respect, morale, altérité, deviennent le respect de l'autre, deviennent vides de sens à force d'être trop bien connus. Et je crois que l'un des coups de génie de Nietzsche, justement, ce qui fonde, me semble-t-il, la nécessité du moment nietzschéen, c'est ce moment de réveil dans une période d'engourdissement. Des valeurs si bien construites pendant des siècles de pensée et de philosophie morale deviennent des valeurs sur lesquelles on s'est endormi, qu'on a vidé de leur sens. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand Nietzsche s'en prend à des valeurs, dans cette espèce de remise en cause de toutes les valeurs traditionnelles, il le fait avec force, il le fait avec fougue, il le fait avec énergie, il le fait sans concession. Mais quand vous lisez Nietzsche, il le fait avec un incroyable respect. Quand vous lisez Nietzsche, est sans doute l'adversaire le plus virulent d'une certaine manière de comprendre la tradition chrétienne au XIXe siècle, mais quand vous lisez ces pages sur le Christ et Dionysos, par exemple, et quand vous lisez sa critique, par exemple, de l'ascétisme chrétien, mais en même temps, ce qui lui permet de faire ce genre de critique radicale, c'est à la fois la connaissance rigoureuse et incroyablement précise des systèmes qu'il dénonce et qu'il attaque, et qui les attaque jamais selon des arguments qui seraient simplement ad hominem. C'est toujours une pensée qu'il déconstruit. Ce sont toujours des présupposés ou des arrière-plans, des arrière-mondes éventuellement, qu'il met à nu. Ce ne sont jamais des espèces de cris de guerre contre des individus méprisés. Nietzsche n'est pas du tout, me semble-t-il, un penseur du mépris. Et ce qui rend sa pensée éminemment respectable, justement, c'est que précisément, elle repose toujours sur une capacité à respecter la pensée de l'autre, même quand il la dénonce, même quand il la condamne, au moins au sens où il y regarde à deux fois. Si les chrétiens ont intérêt à être attentifs aux reproches que Nietzsche leur adresse, c'est justement parce que les reproches que Nietzsche leur adresse, pour les leur adresser, il y a regardé à deux fois. Et à partir de là, précisément, là, le dialogue devient possible. Il est possible de dialoguer avec un adversaire comme Nietzsche parce que, justement, il vous respecte assez pour savoir de quoi il parle et ce qu'il cherche à rejeter chez vous. Et là, c'est tout à fait possible. Le dialogue respectueux peut être parfaitement vif. C'est tout à fait possible. La vivacité du dialogue n'est pas le signe d'un manque de respect, mais elle est la preuve d'une possibilité du dialogue. Alors que, bien évidemment, l'argument massu, non construit, de mauvaise foi, par lequel quelqu'un vous reproche ce que vous n'avez jamais dit ou ce que vous n'avez jamais été, rend le dialogue impossible. Et c'est cette attitude-là qui est profondément irrespectueuse. Quitte à être un peu polémique, si l'attitude de Nietzsche envers la tradition chrétienne, je la considère comme tout à fait respectueuse, celle de Michel Onfray, je la considère comme profondément irrespectueuse, parce que reposant sur une série d'ignorances, d'attaques gratuites, absolument non spéculatives. Ce n'est pas Nietzsche qui veut, quand même. Vous l'avez dit, le respect, je crois, est un mot qu'on met un peu à toutes les sauces, et qu'on utilise avec toujours ce phénomène d'inflation d'un terme.
Et c'est vrai que dans les organisations et les entreprises, on voit qu'il est beaucoup battu en brèche. Enfin, le respect tel que vous le définissez, beaucoup battu en brèche. Incivilité du client, souffrance du non-respect de l'autre dans les fonctions managériales, etc. Moi, j'aimerais voir l'articulation qu'il peut y avoir entre respect et exigence. C'est une réflexion que j'avais hier avec des DRH. On parlait du management de la diversité. On parlait donc de cette reconnaissance de l'autre. On utilise plus le mot reconnaissance que le mot respect. Alors peut-être là aussi, on est peut-être dans une inflation des termes. Et je leur disais, parce que la vision d'emblée spontanée, c'était que cette reconnaissance, c'était du laisser-faire. Et je leur disais au contraire, c'est encore plus d'exigence. Plus on respecte, plus on exige. Et ça, je pense que ce serait peut-être intéressant de le dire aux managers qui sont dans cette salle, peut-être plus qu'aux philosophes. Parce que ce n'est pas toujours simple à développer comme argument. Oui, vous leur avez très bien dit, me semble-t-il, mais je veux bien leur redire, il n'y a pas de souci. Oui, non, je crois que vous avez tout à fait raison. Si on ramène les choses à quelque chose si on ramène ce que j'ai dit à quelque chose de simple, le respect, c'est la reconnaissance de la grandeur de l'autre. C'est-à-dire d'une grandeur qui est en lui, malgré ses faiblesses, malgré ses défauts. L'élève que je respecte, bien qu'il ne travaille pas beaucoup, c'est l'élève que je veux essayer d'amener à ce qu'il est capable de faire de mieux. Le respecter, ce n'est pas accepter qu'il se complaise dans la médiocrité de son apprentissage. Le respecter, c'est reconnaître que quelque chose fait sa grandeur à quoi lui-même n'est pas fidèle. C'est-à-dire que je peux reconnaître la grandeur de quelqu'un qui n'a pas encore attesté cette grandeur. Respecter un criminel, c'est reconnaître qu'il n'était pas destiné à devenir un criminel et que peut-être encore il peut trouver en lui une grandeur qu'il n'a pas encore su découvrir. Respecter de la même manière un employé, un subordonné, qui ne fait pas très bien son travail, eh bien ça veut dire quoi? C'est reconnaître que ce qu'il est irréductible à ce qu'il fait. C'est-à-dire que s'il ne fait pas très bien son travail, il est lui aussi porteur d'une grandeur, et respecter sa personne, c'est essayer de l'amener à prendre conscience de cette grandeur qui porte en lui, et à hauteur de laquelle il ne s'est pas encore élevé. Et donc ça veut dire que justement, non seulement respect et exigence ne sont pas antinomiques, mais même ils s'appellent l'un l'autre. Plus je respecte quelqu'un, plus je porte pour lui mon exigence à hauteur d'humanité. Aimer mes enfants, c'est peut-être parfois être tout à fait indulgent vis-à-vis d'eux, mais les respecter, c'est être exigeant vis-à-vis d'eux. Les respecter, c'est tout faire pour les élever à hauteur d'homme. Et donc, encore une fois, oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Exiger quelque chose de quelqu'un en respectant son humanité et en reconnaissant sa faiblesse, c'est lui permettre justement d'ouvrir une voie qui le conduise au-delà de ses fragilités, de ses faiblesses. Reconnaître sa faiblesse, ce n'est pas l'y installer. C'est justement creuser une voie possible, un chemin possible entre cette faiblesse qui est la sienne et cette force qu'il est appelé à cultiver, ou cette compétence qu'il est appelé à développer en surmontant la faiblesse qui est la sienne. C'est manquer de respect à quelqu'un que d'être pas exigeant vis-à-vis de lui. Je t'en prie. Oui, donc en fait, vous avez dit que dans le cadre du respect comme vertu sociale, c'était en fait la vertu des égaux. Des égaux AUX, hein, bien sûr. Alors j'ai eu la tentation de l'écrire justement avec G-O-S. Oui. Et la réflexion m'est venue alors de me dire finalement ne pas faire à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. N'est-il pas constitutif justement le respect commence par d'abord savoir soi-même en réalité. C'est-à-dire que le respect de l'autre, le fait d'élever de l'autre, c'est d'abord s'élever soi-même. Et qu'un manager, par exemple, qui aura un comportement irrespectueux envers ses collaborateurs, c'est que quelque part, il ne se respecte pas lui-même. Ah oui, bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait. On peut généraliser. C'est vrai que j'ai tenu à indiquer aussi, je crois que je l'ai fait, cette double dimension du respect, c'est-à-dire que le respect de manière indissociable va à autrui et va à soi-même. Je veux dire que se respecter soi-même, c'est pas simplement
un usage métaphorique du respect, c'est la condition du respect. Je ne peux reconnaître la grandeur d'autrui parce que je reconnais en moi une vraie grandeur dont je peux présupposer qu'elle existe encore à autrui. Si je ne reconnais pas en moi la moindre grandeur, c'est-à-dire si moi-même, dans le regard que je porte sur moi, je me réduis à quelque chose de médiocre, pas forcément parce que je me déplais, mais éventuellement parce que je me complais dans la médiocrité, dans le cynisme, dans la colère, etc. Bien évidemment, je ne me respecte pas moi-même, et cette grandeur que je ne suis pas capable de reconnaître en moi, il n'y a aucune raison que je la reconnaisse en autrui. Et donc, bien évidemment, l'apprentissage du respect passe de manière absolument indispensable, me semble-t-il, par l'apprentissage de ce qu'il y a de respectable en moi. Je ne peux cultiver en moi ce qu'il y a de respectable qu'à condition de reconnaître ce qui fait ma dignité, et non pas simplement ce qui fait mon prestige social, par exemple. Et là, à partir de là, je peux reconnaître autrui. Et puis, tu évoquais ce qu'on appelle la règle d'or, hein, de ne pas faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Et bien sûr, on est là aussi, je crois, dans la condition bien comprise d'une relation entre égaux, AUX, et non pas entre égaux, GOS, c'est-à-dire, au fond, oui, si autrui est comme moi, s'il est porteur de la même dignité que moi, il n'y a pas de raison que ce qui l'affecte lui, enfin que ce qui m'affecte moi ne l'affecte pas lui. Sagesse élémentaire, sagesse très ancienne. Et au passage, sagesse surpassée par sa version évangélique. La règle d'or dans les évangiles s'élève encore à un niveau supérieur, non plus simplement ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, mais fais à autrui tout le bien que tu voudrais qu'il te fasse toi. Et là, je crois qu'on passe justement la différence, si j'ai voulu continuer, du respect à l'amour du prochain. Le respect, c'est peut-être la règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. L'amour du prochain, c'est peut-être la règle d'or subsumée, si vous voulez, dans la parole de Jésus de Nazareth, fais autrui tout le bien que tu voudrais qu'il te fasse. Dernière question, si vous voulez bien. Oui. Alors, il y en aura encore une ici. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Ma question portait sur la définition du respect. Si je ne me trompe pas, vous avez dit à un moment que le respect consistait en le fait de veiller sur quelqu'un, porter une attention à quelqu'un et veiller à ce dont il a besoin. La question portait sur la veille. Quel est le cadre de cette veille? Est-ce que ça se limite à une attitude ou est-ce que ça va sur l'action? Est-ce qu'en tant que manager, on ne va pas nécessairement sur l'action, c'est-à-dire remédier à ça et ne pas simplement dire, ne pas simplement le reconnaître, comment dire Oui, c'est pas une veille passive. Oui, non, bien sûr. J'évoquais tout à fait cette veille comme une veille active, hein, même au sens simplement où un gardien d'un château fort, par exemple, qui veille et qui est en état de vigilance, il n'est pas passivement en train de constater qu'il n'y a pas de danger qui approche. Il est sur ses gardes, il est déjà disposé à faire ce qu'il faut au cas où un danger se présenterait. La veille effective, la veille réelle, c'est toujours la veille qui nous dispose à l'action. Et donc, être vigilant vis-à-vis d'autrui, c'est pas simplement veiller théoriquement à reconnaître sa grandeur. Ma vigilance ne s'atteste que dans ce que je fais pour lui et avec lui. Si je reprends l'exemple des élèves et d'un professeur, il ne suffit pas de dire « je reconnais les faiblesses de ces élèves et son droit à être mis en mesure de les surmonter ». Non, bien évidemment, ma vigilance, ma veille, mon respect est authentique si moi qui suis responsable de lui, je veille à faire ce qu'il faut pour l'aider. Donc bien sûr, une veille active. Et dernière question. Oui, allô. Oui, si ça marche. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous nous avez donc exposé cette définition sur le respect. Cependant, donc avec les termes d'égalité et de grandeur, est-ce qu'on ne peut pas y voir quand même des notions déterminées d'une certaine manière? Et donc, est-ce qu'on ne peut pas considérer qu'il peut être difficile de trouver une forme de grandeur dans des systèmes, par exemple, culturels qui soient différents ou des choses ainsi? Est-ce que c'est respecté? Est-ce qu'on peut respecter quelqu'un qui soit d'un système culturel
opposés sur certaines choses. En gros, comment est-ce qu'on peut définir en tant qu'être humain la condition, enfin le respect comme une condition supra-humaine, transcendantale en fait d'une certaine manière. Je pense que la réponse c'est peut-être un peu dans ce que vous venez de dire à propos de l'amour et donc notamment du message évangélique, mais la condition d'application... Oui, non, je ne suis pas sûr que la réponse la plus claire et la plus universelle serait là. Je crois qu'au fond, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que je ne dois pas à celui dont les valeurs, la culture, le système de représentation, les croyances ne sont pas les miennes, ce que je ne lui dois pas, c'est l'estime. Je peux ne pas estimer les croyances de quelqu'un. Je peux ne pas estimer ses opinions. Je peux ne pas estimer ses valeurs, ses manières de vivre, de se comporter. Bon, donc là, on est précisément dans la limite, si vous voulez, de la vie sociale qui peut venir buter sur une altérité qui peut avoir quelque chose de choquant, de gênant. Et c'est légitime. Hein, c'est pas scandaleux de dire, ben moi, voilà, il y a des choses qui sont autorisées que pourtant j'aime pas. Il y a des attitudes qui me gênent. Bon, d'accord, ça c'est pas choquant du tout. Et j'ai le droit de ne pas les estimer. Mais au fond, quelles que soient les différences culturelles, eh bien, il me semble qu'il y a quand même toujours en même temps en filigrane dans ce que je n'estime pas. Qu'est-ce qui fait que ça me gêne? C'est en même temps la reconnaissance que c'est bien un homme comme moi qui fait ceci. Si c'était un chien, un chat, un hamster ou un poisson rouge, je n'aurais rien à faire. Ça ne me gênerait absolument pas. Mais voilà, pourquoi ça me gêne? Mais parce que c'est un homme. Mais ça veut dire que derrière ma mésestime, le fait que je n'estime pas ce qu'il fait, il y a en filigrane la reconnaissance de son humanité. La reconnaissance que nous avons quelque chose de commun. Et quelque chose qui fait que si je lui reprochais son acte, il pourrait peut-être être en désaccord avec moi, mais je suis sûr qu'il pourrait me comprendre, ce qui serait la condition de son désaccord. On ne peut pas être en désaccord avec quelque chose qu'on n'a pas compris. Ça veut dire que je reconnais en lui quelque chose de commun à moi, appelez ça la conscience, appelez ça la raison, appelez ça la dignité, la loi morale en moi, comme Kant, peu importe. Mais je reconnais qu'il y a quelque chose en lui qui en fait un homme comme moi. Et c'est là que vient se loger le respect, quoi que je lui reproche, et quoi qu'il en soit de ce que je n'estime pas dans ses croyances, ses opinions ou ses attitudes, reconnaître son humanité sans réserve, c'est déjà le respecter, et c'est déjà le fondement d'un respect possible, éventuellement mutuel. Voilà, je vous remercie pour votre attention.